Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Rumba, un film sorti en 2008. Tu te demandes peut-être, en regardant l'affiche, pourquoi le logo du titre a la branche du M cassée. Eh bien, tu auras certainement un élément de réponse en regardant le film. Rumba raconte l'histoire de Fiona et Dom, qui travaillent tous deux dans une école de campagne et qui, sur leur temps libre, pratiquent leur passion, la danse rumba. Au-delà de son histoire, tu pourras remarquer que le film regorge de petites astuces et de trucages de cinéma. Et dans cette vidéo, je vais t'en expliquer quelques-uns que tu pourras observer dans le film. Dans la première scène, par exemple, que tu vois sur cette image, Fiona donne un cours d'anglais et Dom fait faire du sport à ses élèves dans la cour. Et on voit les deux actions en même temps. Une image au cinéma, comme tu vois juste là, on appelle ça un plan. Et on distingue deux parties. Ce qui est devant, qu'on appelle le premier plan, et ce qui est derrière, qu'on appelle l'arrière-plan. Habituellement, dans un film, l'arrière-plan est plutôt fait de choses qui ont moins d'importance que le premier. Et pourtant, cette scène t'indique que dans Rumba, il faudra regarder partout, puisque premier et arrière-plan auront une importance égale. Cette première scène, elle met aussi en place une manière de filmer que tu verras pendant tout le film. Ça s'appelle la composition planimétrique. C'est un mot qui semble un petit peu compliqué et qui pourtant désigne une idée assez simple. Tu verras que la caméra est toujours perpendiculaire au fond du décor. Pour le dire autrement, tu verras les personnages soit de face, soit de dos, soit de profil, mais jamais en diagonale. C'est une technique qui a beaucoup été utilisée par un réalisateur américain qui s'appelle Wes Anderson, que tu peux voir par exemple dans un de ses films qui s'appelle Fantastic Mr. Fox. Dans les plans de Rumba, rien n'est laissé au hasard. Tout est organisé, composé, comme dans un tableau, mais avec du mouvement en plus. Ensuite, toujours vers le début du film, tu vas voir que les deux personnages vont faire un voyage en voiture un peu particulier. À ton avis, est-ce que c'est possible de conduire comme ça? Non, bien sûr. Alors la question c'est, comment est-ce qu'ils ont fait? Avec une vraie voiture? Non, même si ça se fait, de tracter une voiture avec un camion où l'on pose une caméra dessus. Cette scène, elle a en fait été réalisée en studio, à l'intérieur, en mettant une voiture qui ne roule pas devant un grand écran. Et ce grand écran, c'est un fond vert? Eh bien non, même si aujourd'hui on pourrait faire ça. En fait, la technique qui a été utilisée, c'est un petit peu le même principe que la séance de cinéma à laquelle tu vas assister. Imagine qu'il y a une voiture entre le premier rang des sièges et l'écran. Et sur cet écran, on projette une vidéo d'une route que l'on a filmée auparavant. Plus tard, je ne te dis pas pourquoi, mais Fiona va être en bien mauvaise posture à l'hôpital. Tu remarqueras que cette scène est filmée de plusieurs endroits. On appelle ça des points de vue. Et il y en a un que je trouve bizarre. Tu ne trouves pas, toi? Regarde bien. Sur l'image de gauche, on voit la scène comme si on était spectateur ou spectatrice. Mais sur l'image de droite, on la voit depuis un endroit qui semble impossible, puisque c'est comme si la caméra était dans le mur, derrière la tête du lit. Alors, bien sûr, il a suffi de déplacer le lit et de se mettre derrière pour réaliser cette scène, mais dans l'idée, ça reste un plan impossible. Même s'il n'y a pas d'interdit au cinéma, il existe quand même certaines règles pour rendre les scènes crédibles. Et mettre la caméra à la place du mur, c'est clairement ce qu'on appelle une transgression. Ensuite, tu verras de nombreux gags comme celui de la robe détricotée. Et ces gags te feront peut-être penser, si tu as vu l'ensemble de Burlesque la dernière fois, aux films de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Charlie Bowers. Ce sont des scènes qui font rire à partir d'une situation exagérée. Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy, les trois personnes qui ont réalisé ce film, se sont inspirés bien sûr de ces réalisateurs burlesques américains des années 20, mais aussi d'un réalisateur français qui a fait des films entre les années 50 et 70 et qui s'appelait Jacques Tati. Ce monsieur a lui aussi fait des films qu'on pourrait désigner comme burlesques, mais qui ne sont pas muets comme les films des années 20, mais qui n'ont pas de dialogue non plus, un peu comme dans le film que tu vas voir. Rumba, c'est un film qui est complètement dans la tradition de Jacques Tati, où l'ambiance sonore a une grande importance. Et tout ne se passe pas seulement à l'image. Certaines scènes ne se passent par exemple que de manière sonore, dans ce qu'on appelle le hors-champ, en dehors de l'image, comme une certaine scène d'accident, mais je ne vais pas non plus tout te raconter. Enfin, vers la fin du film, tu apercevras ces deux images, l'une de nuit et l'autre de jour. Entre les deux, l'histoire a fait un bond d'1 an dans le temps. Mais dans la réalité, je pense que ces images ont été tournées le même jour, à 1 heure d'intervalle. Regarde bien l'ombre sur la falaise. Elle a à peine bougé. Mais alors, comment tourner une scène 2 jours et faire croire que c'est la nuit, comme l'image de gauche?
Il s'agit d'un effet qu'on appelle la nuit américaine et qui consiste à jouer sur l'exposition de l'image, c'est-à-dire la sensibilité à la lumière. Si cet effet était utilisé autrefois, c'est d'abord parce qu'il était compliqué d'éclairer des tournages extérieurs la nuit, mais aussi parce que les anciennes caméras avaient un peu du mal à percevoir les images, un peu comme ton œil dans l'obscurité. Voilà, tu en sais désormais un peu plus sur les trucages et sur la manière de filmer Roomba, que je te laisse découvrir tout de suite. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.